fait 40 ans que je travaille sur vieillesse et vieillissement, donc voilà. Pendant 40 ans, j'ai une connaissance intellectuelle 40 années, mais pendant 40 années, j'ai parlé d'une certaine façon de ce que je ne connaissais pas. Non, je parlais de ce que je devais connaître, de ce que je connais déjà. Voilà. Alors, mon premier point va concerner le processus du vieillissement, pour déboucher sur la notion de prévention. Toutes les sociétés, actuellement, ont du mal à penser le vieillissement en anthropologie. Et la société occidentale n'échappe pas à ces difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux, donc on ne peut plus avoir la même approche que l'on avait encore il y a 50 ou 60 ans. Alors, quelques raisons de cette difficulté, c'est un phénomène démographique relativement récent quand on regarde l'échelle de l'histoire de l'humanité, qui est évolutif sur le plan national et mondial, qui s'ancre en Occident dans un héritage lourd, où a toujours dominé, il faut changer l'idée qu'autrefois les vieux étaient bien traités. Non, l'Occident a toujours eu une vision majoritairement négative de l'avancée en âge. Voilà. Il y avait cohabitation entre les générations, ça oui, mais elle ne se passait pas toujours bien. Voilà. Et ça parce que l'Occident voit la vieillesse principalement comme décrépitude. Si on vous demandait de dessiner le cycle de vie, vous feriez certainement une montée, suivie d'un plateau, suivie d'un déclin. Voilà. Alors que d'autres sociétés, par exemple les sociétés traditionnelles africaines, qu'il ne faut pas idéaliser, j'y reviendrai si j'ai le temps, voyaient la vie comme une succession de paliers ascensionnels et faisaient du vieux l'homme accompli. Du vieux qui devenait sourd, on disait « Ah oui, il est tellement grand que notre parole n'arrive plus jusqu'à lui ». Mais plus fondamental pour comprendre la question du vieillir, pour comprendre le processus du vieillir, c'est la question du temps, qui a été abordée tout à l'heure de manière très intéressante par les personnes qui ont témoigné. Notre société fait difficilement le lien entre le temps court ou long court, comme le disait d'ailleurs madame, le temps court, l'immédiateté du numérique, qui s'accélère, que nous privilégions de plus en plus, et le temps long, qui est de moins en moins prédictible. Voilà. Or, vieillir s'inscrit dans le temps long d'une vie. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Là, au niveau du temps, il faut beaucoup réfléchir là-dessus, parce que vraiment, le choc entre temps court et temps long, qui est quelque chose de relativement nouveau. Et donc, il y a une difficulté collective à donner sens au vieillissement dans les sociétés où il est impératif de rester jeune pour pouvoir s'adapter à un monde qui technologiquement change plus vite que nous. D'accord, notre environnement vieillit plus vite que nous, ça c'est quelque chose de nouveau. Mais là aussi, il y a un paradoxe. Pour pouvoir sans cesse s'adapter, tout changer, tout rejouer dans sa vie, il y a une chose qui ne doit pas bouger, c'est le corps qui doit rester à jamais jeune, apte, dynamique. Or, c'est impossible. L'homme est un irréversible incarné. Nous pouvons aller et venir dans l'espace. Dans le temps, il n'y a qu'un sens unique. D'accord, l'homme est inscrit dans le temps. Donc voilà. Donc là, c'est une difficulté profonde et nouvelle, réfléchir sur les vécus du temps. Et le vécu du temps, dans la vieillesse, c'est beaucoup plus compliqué qu'avoir un long passé et un petit avenir. On vit sur un feuilleté du temps, c'est beaucoup plus complexe. Il a toujours été impossible de répondre à la question « à quel âge est-on vieux ?» D'accord ? La vieillesse, historiquement, ne correspondait pas à un âge, mais à une situation où les incapacités physiques ne permettaient plus à l'individu de subvenir seul à ses besoins. On ne s'intéressait pas à l'âge chronologique. La plupart des gens ignoraient leur âge. D'accord ? On disait l'âge n'est fait que pour les chevaux au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a dissociation. On est socialement vieux de plus en plus jeune. C'est les seniors au travail. Alors qu'on est biologiquement vieux de plus en plus tard. La survenue des handicaps a été retardée. Il y a dissociation, là avant où il y avait unité. Et cette dissociation crée un trouble individuellement et socialement, parce que c'est un âge à redéfinir, un âge où les injonctions paradoxales se renforcent. Restez partie prenante de la société, tout en laissant la place aux générations qui vous suivent. Voilà. Je pourrais multiplier ces injonctions paradoxales, c'est extrêmement difficile. Donc, retenir que l'âge chronologique, c'est un indicateur, que ce n'est pas une cause pour mettre en place telle ou telle action, et qu'il y a vraiment quelque chose là aussi à réinventer. Voilà. La période est en effet trop longue pour être unique. Vieillir, c'est un processus. S'y mêlent de manière inextricable changement et continuité. Vieillir, comme grandir, c'est ce qui ne cesse de se produire et qui pourtant ne se discerne pas au jour le jour.
Chaque individu pense en termes de développement interne à sa situation, repère des polarités opposées, complémentaires. Bref, chacun dessine une configuration relativement insaisissable. Au niveau de la prévention, on est dans le registre de la vigilance et de l'adaptabilité. En repérant tel trait qui commence à s'amorcer, certains le redresseront en le tirant au clair. D'autres le laisseront dériver jusqu'à ce qu'il devienne ancré. Certains en déduiront une évolution à venir et se tourneront vers une nouvelle configuration. D'autres non. Chacun garde son intégrité, son libre arbitre. Donc il y a mouvance, voilà, et on ne peut absolument pas, comme le disait encore Madame, être mis dans telle ou telle case. Donc le vieillissement, c'est un processus caractérisé par une plasticité physiologique, psychologique et sociale. Donc les pratiques préventives, elles interviennent pour stabiliser des involutions, pour favoriser des évolutions et aussi pour prendre davantage en compte la notion de récupération. Voilà, hein, cette notion de plasticité me paraît aussi extrêmement importante, on pourra y revenir dans les questions. Au niveau de la politique sociale vieillesse, la politique sociale vieillesse est construite sur des schémas du vieillissement qui sont hérités des années 50. Au niveau de la politique, le rapport Larocque, etc., ça continue, je pourrais vous le développer longuement, donc il faut actualiser les représentations que l'on a sur le vieillir. Il y a un travail de pionnier à faire dans cette quête de définition d'un nouveau modèle de vieillissement propre aux sociétés contemporaines. Pour eux, aujourd'hui, pour moi, demain, pour vous, après-demain. Voilà ça, hein, au choix. Donc voilà. Alors, dans ces regards anciens et ces dérives qui marquent encore le travail de prévention d'une manière, à mon avis, inadaptée, on voit encore trop souvent la vieillesse comme une accumulation de maladies. C'est le modèle pathologique. Et dans ce cas-là, on va mettre des actions dans le registre du curatif et on va se tourner principalement vers les médecins. Et on va centrer la prévention, selon moi, beaucoup trop sur le registre de la santé. Voilà. Hein. La vieillesse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais pas n'importe comment. Ou alors, on va voir la vieillesse comme une accumulation de déficits. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, les pertes. C'est le modèle défectologique. Voilà, la grille agir. Et là, on va avoir des mesures palliatives. D'accord? Donc voilà, mesures curatives, mesures palliatives. Et le pire dont Madame parlait, j'ai beaucoup apprécié le propos de Madame, hein, je pensais que je m'y réfère souvent, en disant la protection, la surprotection, qui, au fur et à mesure que l'on avance en âge, peut dériver carrément sur le maternage, c'est-à-dire la vieillesse est vue comme un retour en enfance. C'est le modèle défectologique, le modèle pédologique, pardon, logique de maternage dévastatrice. Non, 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 les parents ne deviennent pas les enfants que l'on a sur le tard, comme on l'entend trop souvent dire. Non, non, non et non. Donc, il faut renouveler l'approche. Alors, on essaye. Il y a des tas de travaux essentiellement américains. On travaille sur le vieillissement usuel, optimal, robuste, à haut niveau de fonctionnement, etc., etc. Il y a des tas de travaux. Moi, j'ai retenu ici 2 thèmes. Le premier que j'ai retenu, c'est le terme du vieillissement réussi. Alors, le terme est traduit de l'anglais. C'est pas génial. C'est successful aging. Ça n'a pas exactement le même sens sémantiquement, mais ça fait rien. Parce que ça remet en cause les modèles que je vous ai dit avant. On considère les individus qui, à un âge avancé, gardent l'ensemble de leurs fonctions physiologiques dans un état satisfaisant, malgré l'existence de pathologies. On laisse enfin tomber cette opposition inepte entre vieillissement normal et vieillissement pathologique. Laissez tomber, c'est inepte, il y a longtemps qu'on le sait, on a continué à radoter ça, non, non, non et non, il n'y a pas un vieillissement normal d'un côté et un vieillissement pathologique. Là aussi, je pourrais développer ça. Hein. Retenez plutôt vieillissement réussi. Ou les individus qui ont des fonctions moins bonnes, mais qui vont les améliorer, une possibilité de récupération. Ou les individus qui, quelle que soit leur situation, s'en déclarent contents et satisfaits. Donc ça, vous voyez, c'est des modèles beaucoup plus subtils, ces notions de vieillissement actif, hein, parce qu'on considère des processus évolutifs hétérogènes qui prennent en compte la notion de développement. Voilà, hein, donc ça me paraît aussi extrêmement intéressant. Et bien vieillir, dans ce cas-là, ça devient effectivement un verbe d'action, hein, même si l'expression... Alors, sémantiquement, c'est pas génial, parce que qui dit vieillissement réussi sous-entend vieillissement raté. Qui dit bien vieillir sous-entend mal vieillir, sachant que dans notre société, bien vieillir, c'est ne pas vieillir. Et on en revient au point où je vous disais par rapport au vécu du temps. Donc voilà, il y a autre chose à inventer. Mon 3e point, c'est sur les ressources.
Et là, je me retourne vers une notion que l'Europe a cherché à promouvoir dans l'année européenne de 2012, c'est la notion de vieillissement actif. Vieillissement actif, hein, vraiment bien développé théoriquement, etc., dans l'année européenne. Hein. C'est une notion aussi anglo-saxonne, active aging, qui consiste à optimiser les possibilités de bonne santé et de participation afin d'accroître la qualité de vie au cours de l'avance en âge. On ne parle plus des problèmes du vieillissement, mais du défi du vieillissement pour que chacun redécouvre les aspects positifs que représente la chance de vieillir. Parce que l'alternative, c'est mourir. Donc voilà, chance de vieillir. Donc, s'il fallait définir le fondement philosophique de la notion de vieillissement actif, c'est parce qu'on ne se fonde plus sur les besoins, mais sur les droits des personnes à l'égalité des traitements, sur les possibilités aux différents âges de la vie, et qui dit droit, dit aussi devoir. Devoir. Très important, les devoirs quand on vieillit. On a des droits, mais on a des devoirs, on reste citoyen. On est passé en Europe, donc d'une année, en 93, il y avait déjà eu une année, moi j'avais suivi ça de très près, j'avais même fait un bouquin sur l'intergénération à ce niveau-là, hein, une année des personnes âgées en 1993, à une année du vieillissement actif. Donc vous voyez, on ne cible plus des personnes, mais un processus pour dire que le vieillissement est commun à l'ensemble des âges et que toutes les générations sont concernées. Importance de l'engagement des individus, importance de la prise en compte de la parole, et quand on travaille sur l'autonomie non pas au sens de faire seul les actes de la vie quotidienne, mais autonomos, fixer sa propre loi, ce qui est à prendre en compte précisément, c'est la parole des individus. L'autonomie se nourrit de la prise en compte de la parole. Seul celui qui s'obstine à formuler son vécu, à le mettre en forme et à le communiquer est sujet. Seul celui-là prend sa vie en main et bâtit un savoir-vivre plus efficace que n'importe quel dispositif institué de gestion. Hein, voilà. Et dans ce sens-là, les cafés seniors, je trouve qu'on y reviendra sûrement dans la journée, c'est extrêmement intéressant. Hein, voilà. Donc, capacité d'autonomie, de réfléchir pour soi-même, par soi-même. Voilà. Important ici de noter que l'apprentissage n'est pas réservé à l'enfance ou à la jeunesse. On apprend tout au long de la vie. Il y a des apprentissages techniques et il y a des apprentissages de vie. Je parlerai de l'expérience des vieux, mais les vieux n'ont pas l'expérience du vieillir. C'est une découverte qu'ils font au jour le jour. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et souvent, ils sont accompagnés dans cette expérience, dans cet apprentissage, mais ils sont accompagnés par des plus jeunes qui n'ont pas l'expérience du vieillir. Et ça pose problème. D'où l'importance de la parole, d'où l'importance, encore une fois, d'initiatives comme les cafés seniors. J'en arrive au lien social. Oui, c'est bon. Hein. Ah, on a tellement dit le temps, 28 minutes. Non. Le temps court. Hein. Voilà. Vous connaissez le personnage du chapelier dans Alice et Pays des Merveilles. Je perds une minute. Alice lui demande pourquoi est-ce que c'est toujours l'heure du thé. Et le chapelier répond que en faisant de la musique, il a mal battu le temps et que le temps s'est fâché et que depuis c'est toujours l'heure du thé. Nous sommes dans une société où nous battons mal le temps, où le temps s'est fâché et où c'est toujours, non pas l'heure du thé, mais l'heure de la course, 28 minutes. Voilà. Hein, le lièvre de Mars qui regarde, qui regarde toujours sa montre, etc. Hein, pensez au chapelier. Voilà. Pensez aussi au crocodile dans Peter Pan. Pourquoi est-ce que le capitaine Crochet a tellement peur du crocodile? Parce que le crocodile, il a avalé une montre. Ta 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 ta. Voilà. Pensez à ces personnages qui sont... On est dans la mythologie, mais on est beaucoup... voilà, la mythologie, hein, toutes ces histoires, c'est notre mythologie d'aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, c'était pas prévu, mais ça fait rien. Capitaine Crochet et Alice au Pays des Merveilles. J'en ai d'autres. Voilà. Donc, je voudrais revenir quand même sur le lien social et sur les relations entre générations, parce qu'il en a aussi beaucoup été question. Dire que les sociétés occidentales où les personnes chronologiquement âgées, parce qu'il faudrait définir sur ce que c'est la vieillesse, hein, j'ai montré que c'était plus complexe, pratiquent une ségrégation des âges sans équivalent dans l'histoire. On ne sépare plus les sexes, école de filles, école de garçons, mais en dehors de la sphère familiale, jeunes et vieux ne se rencontrent plus.
Il existe des départements, des villes, des quartiers vieux et d'autres jeunes. Et l'harmonie des âges qui s'entrelacent dans un espace commun est rompue. C'est un fait aussi relativement nouveau. Donc, pour lutter contre l'apartheid des âges, il devient urgent de repenser les termes de l'échange entre les générations et de donner un rôle social aux plus âgés. Une des participantes a dit « Le mélange, c'est génial ». Voilà. Et donc, bien vieillir sur la solidarité entre les générations, sachant que la génération concernée actuellement, c'est la génération des baby-boomers, dont je suis, voilà. Vous connaissez, la publicité maintenant pour les chaînes thermales se fait sur un air de twist. Voilà, Et c'est une génération qui a chanté la jeunesse. Le slogan des 68 arts dont je suis, sur les murs, c'était à la fac « Prof, vous êtes vieux et vous nous faites vieillir ». Qui c'est les profs aujourd'hui? C'est nous. Non, mais il faut avoir, voilà, il faut revoir. On a été jeunes, on reste jeunes, on occupe, etc. Sur le plan politique, on a prôné la silver economy. Les vieux ne font pas que coûter, ils rapportent. C'est un angle d'attaque extrêmement insuffisant, parce que dans une logique économique, le lien est hypothétique, on fait ou on ne fait pas affaire, et il est momentané. C'est-à-dire que ça ne dure pas. On ne peut pas penser le lien social en se fondant seulement sur l'économique et donc sur la silver economy. C'est un piège, c'est une dérive, voilà. Donc, autre point à retenir, il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a dans des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. Je m'explique. Notre société chante la jeunesse, il faut rester jeune, mais elle fait des conditions de vie dures économiquement à ces jeunes, plus dures que jamais. Notre société dit il ne faut pas vieillir, etc. Mais économiquement, ça ne va forcément pas durer, nous n'avons jamais fait autant pour cette catégorie d'âge. Je parlais de l'Afrique où le vieux était, ça change de plus en plus, l'homme accompli. Ces sociétés n'ont pas économiquement les moyens de soutenir leurs vieux. Donc il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a dans des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. On peut chanter la jeunesse et maltraiter la jeunesse, d'accord? Donc, c'est pas tout, il faut penser le lien social, non pas en disant tout pour les jeunes, rien pour les jeunes, tout pour les vieux, rien pour les vieux. Non, il faut voir les paradoxes et les contradictions entre la sphère économique, la sphère culturelle et les différentes sphères que l'on considère. Voilà. Donc, il y a ce que les personnes font pour eux-mêmes, mais il y a aussi ce qu'ils font pour les autres. Et là, on se tourne effectivement vers la vie associative et vers les notions d'expérience et de transmission. Alors, les relations intergénérations dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Encore un mot d'anthropologie. Dans aucune société, dans aucune culture, à aucun moment de l'histoire, les relations entre générations, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, ne sont spontanément harmonieuses. Jamais. Jamais ça se passe spontanément bien, les relations entre générations, dans la sphère privée comme dans la sphère publique. C'est toujours plus facilement conflictuel. Quand ça se passe bien, ça peut se passer bien, c'est qu'on a trouvé la bonne régulation. Mais elle n'est pas si facile que ça à trouver, la régulation. Il y a 3 lieux de conflit qui varient là, suivant les époques, suivant les cultures, etc. C'est l'avoir, le savoir et le pouvoir. Qui possède? Qui sait? Qui décide? Dans la sphère privée comme dans la sphère publique, c'est jamais spontanément acquis. C'est toujours à redéfinir, toujours à redéfinir. Retenir aussi que les relations entre les générations alternes 1 et 3 sont toujours plus faciles et meilleures que entre les générations connexes 1 et 2 ou 2 et 3. Voilà, donc il y a des jeux d'alliance, etc. Enfin, on pourrait en parler longtemps sur le plan anthropologique, mais retenez que ce n'est pas donné, voilà, que c'est à construire l'harmonie et l'intergénération. Voilà. Alors, quelque chose, donc, il y a la figure du senior, effectivement, qui peut être le guide, le parrain, le tuteur, le mentor. Il y a un participant qui a dit « le senior, c'est celui qui sait ». Mais il y a aussi une importance de dire. Et alors, cette notion d'importance de dire, effectivement, puisque nous sommes dans une société où le changement domine sur la continuité, le désordre sur l'ordre, puisque nous sommes dans une phase d'accélération du ressenti du temps, 1 minute dure toujours 1 minute, le crocodile, il n'a pas changé, c'est toujours ta. Mais ceci dit, notre environnement vieillit plus vite que nous. Moi, je montre ça à mes étudiants qui ont 20 ans.
quand ils parlent de leur console de jeu, je leur dis, si vous donnez votre console de jeu de quand vous aviez 10 ans à votre petit frère, il vous dirait ta console de jeu musée. Ils ont 10 ans, ils ont 20 ans et ils peuvent déjà dire de mon temps les consoles de jeu. Hein. C'est ça l'environnement qui vieillit plus vite que nous. C'est ça. Voilà. Alors, que vaut la transmission ? Que vaut la transmission? Eh bien, si cette transmission a évolué, si elle ne se fait plus dans la chaleur du vivant, sur les savoir-faire, etc., elle se recentre sur l'expérience de vie. Voilà, sur l'expérience de vie qui, elle, reste pertinente. Non pas en disant « fais ceci ou fais cela », mais en racontant sa propre vie « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », de façon à permettre aux autres générations de se situer. C'est-à-dire que le rôle de témoin et ce rôle charnière, parce que l'ancien, c'est celui qui va faire le lien entre la mémoire et l'histoire, ce rôle reste plus que jamais indispensable. J'ai beaucoup travaillé dessus, on pourra y revenir. Voilà, je termine. Le vieillissement, c'est une chance individuelle, celle d'avoir l'entier de séjour. C'est un progrès collectif, puisque maintenant, chaque génération peut espérer bénéficier de l'entier de séjour. Hein. Ça n'est plus la moitié d'une génération qui a disparu à 20 ans. On peut dire aux enfants, mais non, hein, voilà, hein, c'est quand on est vieux qu'on meurt. Ça n'arrange pas la représentation sociale que l'on a de la vieillesse, mais c'est quand même une chance pour l'ensemble des générations. Mais c'est un sacré défi. Voilà, hein. Il faut renouveler les politiques sociales, effectivement. Et alors, on propose régulièrement des cadres. Moi, mon expérience de 40 ans sur ces sujets, c'est que les cadres changent, mais que les problématiques que je vous ai données, elles se renouvellent bien sûr, mais on retrouve quand même des choses qui sont toujours permanentes et qu'il faut arriver à inscrire dans ces cadres qui changent. Voilà. Alors, je voudrais terminer en reprenant une phrase de monsieur aussi, que j'ai, voilà, qui m'a donné ma conclusion. J'en avais une autre, mais je me suis dit non, je la change parce que c'est mieux. Voilà, revenir sur le travail de pionnier, hein, revenir sur le travail de pionnier qu'il y a à faire actuellement, individuellement et collectivement, donc au niveau des centres sociaux aussi, hein. Et puis revenir aussi hein, sur tenir aux valeurs dont a parlé Claudie Miller, là j'avais noté son nom, hein, les valeurs et les expériences, comment les réarticuler, comment les adapter dans le contexte actuel, mais les valeurs doivent rester. Et puis monsieur a dit, à un moment, il faut devenir ce qu'on est. Et vous le disiez socialement, mais moi je pense aussi que ce devenir vieux, c'est aussi une problématique interne extrêmement importante. On est dans une société qui vous propose de rester, et en fait la problématique d'un individu, c'est de devenir, mais pas de devenir vieux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir vieux? Il faudrait mettre un contenu au mot vieux. Voilà. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est devenir moins étranger à soi-même. Voilà, hein, avoir du temps pour devenir moins étranger à soi-même. Voilà. Et dans ces cas-là, ça peut avoir un sens. Et ce sens-là, il peut se transmettre. Et on retrouve effectivement à la fois une inscription individuelle et une inscription collective. Je crois que j'ai tenu mon temps. Merci. Merci Madame Pujalon.